Cher Emmanuel Hirsch, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, j'ai presque scrupule devant vous à prendre la parole sur un sujet pareil avant mon excellent collègue et ami Jean Leonetti qui est juste à côté de moi. Parce que parler de la fin de vie en présence de Jean Leonetti, c'est un peu comme faire un plat devant un chef 3 étoiles, c'est-à-dire qu'on s'expose à un certain nombre d'incomplétudes ou d'imprécisions, mais vous connaissez comme moi la mansuétude de M. Leonetti, il ne m'en voudra, j'en suis sûr pas, des quelques points que j'aurais pu oublier, en plus il les complétera utilement, donc c'est parfait. Cette préséance n'a que deux raisons. La première, c'est que M. Hirsch m'a sollicité pour réserver la salle administrativement, et la deuxième, c'est que je dois partir avant la fin. Donc vous avez les deux vraies raisons pour lesquelles c'est moi qui parle d'abord, et non pas M. Leonetti, dont l'expertise sur ces sujets est unanimement reconnue. Je voulais avant tout vous adresser des remerciements personnels à ceux et celles d'entre vous qui, au quotidien, accompagnent d'une manière ou d'une autre ceux dont la vie est en train de passer. Et vous allez comprendre dans le propos que je vais vous tenir les raisons de ces remerciements, parce que même si vous n'en êtes pas forcément tout à fait conscient, vous êtes dans une attitude qui, de mon point de vue, est révolutionnaire. Et je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. En effet, il me semble que une des grandes mutations de notre temps, c'est que, contrairement à ce qui se passait il y a encore peut-être 4 ou 5 siècles, ce qui à l'échelle de l'histoire humaine n'est pas si lointain, la mort se déroule maintenant de manière plus fréquente, sinon presque exclusive, dans l'espace public. Il y a quelques siècles, nos ancêtres dans la culture médiévale étaient plutôt habitués à ce que la mort se déroule dans l'espace privé, avec des rites funéraires, d'accompagnement, de veille des morts, qui se faisaient au domicile des mourants dans l'immense majorité des cas, et petit à petit, l'invention des établissements de santé, puis de la santé publique, ça n'a pas toujours été public au sens administratif du terme, mais en tout cas, l'émergence d'équipes spécifiques, des établissements et des lieux spécifiques avec des partitions de services, enfin toute l'évolution que beaucoup d'entre vous connaissent, je crois qu'on est maintenant à plus de 9 personnes sur 10 qui décèdent dans un milieu à caractère hospitalier, ce qui est une mutation sociologique sur l'échelle de 4 siècles, dont on n'a pas fini, je pense, d'éprouver les conséquences. Et qui, je crois, est une des raisons pour lesquelles la question de l'euthanasie se pose. Une des raisons, ce n'est pas la première. Cette publicité progressive, ce caractère public qui s'installe de plus en plus de la mort, s'accompagne de progrès technologiques retentissants. Vous savez tous et toutes que se pose aujourd'hui, pour cette raison, aux équipes soignantes, quelle que soit leur spécialité, des difficultés qu'il y a quelques décennies encore, on ne connaissait pas, puisque les techniques de réanimation, tout ce qui est, le maintien d'une certaine façon parfois artificielle en vie d'un certain nombre de patients n'était pas disponible il y a quelques décennies, et donc ne se posait pas, n'était pas confronté à l'époque à ces situations d'aujourd'hui, les équipes soignantes à ce moment-là. Cela étant dit, quelles que soient ces évolutions, il y a ce que j'ai récemment découvert en réalité comme une forme d'invariant historique qui est, je crois, au cœur de notre réflexion. Il y a encore quelques mois, je croyais que se pose la question de l'euthanasie et de la légalisation de l'euthanasie ne pouvait se poser que dans des sociétés qui avaient écarté, quelle que soit la forme, des préoccupations religieuses à caractère éthique, au sens où l'éthique devrait être universelle, en tout cas c'est une de ses utilités, et qu'au fond, abandonnant toute forme de référentiel contraignant ou obligatoire, les sociétés modernes se retrouvaient à devoir faire face à des situations qui n'étaient plus guidées par un référentiel transcendant. Je reviendrai sur ce terme, un référentiel qui n'était pas décidé par l'homme. Alors on pouvait le recevoir de la nature, de Dieu lui-même, des deux à la fois, ou d'un certain nombre d'autres préoccupations, mais je me disais au fond, c'est à cause de la modernité qu'on a du mal à comprendre et à faire comprendre dans la société moderne que nous avons collectivement une responsabilité d'accompagner, une obligation même, pas une responsabilité, une obligation d'accompagner ceux qui sont en train de mourir. Poser la question à l'envers, ça veut dire comment est-ce qu'on peut enraciner solidement l'obligation d'accompagner les mourants dans une société qui refuse toute origine transcendante de la morale. Je dis transcendante ici au sens où ça dépasserait le vouloir des collectivités et le vouloir des humains. Et je me suis rendu compte qu'il n'en était rien.
et qu'à partir du moment où les établissements de santé sont inventés, notamment, je vais faire référence ici à ce qui s'est passé dans le nord de l'Italie au début enfin, au plein milieu de la Renaissance, un homme qui était lui-même un grand malade, puisqu'il a passé le plus clair de sa vie comme patient à l'hôpital, il s'agit de Saint Camille de Lélis, a été suffisamment préoccupé du sort des malades pour rédiger ce qui est, dans l'histoire, la première charte avec une vision et une vocation de charte, c'est-à-dire un document qui serait un code de déontologie en réalité, comme nous les connaissons aujourd'hui, un document qui est à la fois la précision, le détail de tout ce que quelqu'un qui soigne doit à celui qui est soigné. Et à travers les siècles, de manière constante, il s'est trouvé des personnes qui ont dû résister à la grande tentation des collectivités, ou des organisations, des sociétés, qui consiste à mettre de côté les mourants parce que c'est insupportable de voir quelqu'un mourir. Et on se rend compte que ça n'est pas une affaire moderne. Même dans le monde très chrétien de la Renaissance, alors il est en train de vaciller, il bouge, il est en tout ça est d'accord, mais enfin ça reste quand même, l'Italie de la Renaissance est encore très marquée, je ne vous apprends rien, par l'influence de l'Église. Même dans ce monde-là, il faut des personnes qui enseignent aux autres qu'il y a un devoir de traiter correctement les malades et d'accompagner ceux qui meurent, et que ce devoir surpasse tous les autres. Ensuite, un peu plus tard, vous avez entendu parler des Sœurs du Calvaire de Jeanne Garnier, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Londres autour de Cicely Saunders dans la première moitié du XXe siècle. Tout le monde connaît ici Elisabeth Kubler-Ross. Il faut sans cesse, que dans un monde qui se médicalise de plus en plus, dans lequel la médecine a du mal à être confrontée à ce qui a l'air d'être son échec, c'est-à-dire c'est la querelle des cancéreux au début du XIXe, sur le point de savoir comment on traite ceux qui sont incurables. Alors est-ce qu'on les met à l'écart? Est-ce qu'on continue de les soigner? Il y a eu des querelles sans fin dans la médecine de l'époque, en France, mais ailleurs aussi. Et donc le mourant pose problème à la société, parce qu'on ne veut pas le voir, son état est insupportable, et parce qu'il est la mise en échec d'une médecine qui, parfois portée par l'intention de son propre triomphe, ne supporte pas d'être confrontée à ses propres limites. Et au fond, cette filiation, en quelque sorte, qui se laïcise, j'aime pas beaucoup ce mot, mais j'en ai pas d'autre sous la main pour l'instant, petit à petit, qui va pour des motifs très religieux de la vertu de charité de Saint Camille de Lélis, jusqu'à des motifs très marqués de psychanalyse, de psychologie, qui sont les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross. Eh bien, peu à peu, mais de manière constante, on élabore ce qui est la doctrine des intervenants en soins palliatifs et des accompagnements des mourants. Ce n'est pas une affaire moderne. Sa formulation est moderne, puisque les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross datent encore d'il y a à peine quelques décennies. Bien sûr que la manière dont elle les travaille serait impensable s'il n'y avait pas eu l'école psychanalytique au milieu et puis tous les travaux de la fin du XIXe siècle qu'on connaît. Néanmoins, sa préoccupation, elle, n'est pas si moderne que ça. Ça ne lui enlève pas de mérite. Ça dit que le premier invariant auquel nous sommes confrontés, c'est la difficulté des sociétés à prendre en charge, comme il le faut, l'état des mourants, quelle que soit l'époque, quelle que soit la bonne intention et la culture de ceux qui sont censés soigner les personnes qui sont dans les hospices au sens général, dans les lieux d'accueil des patients. Et ce que ça nous dit, au fond, c'est que à la fois nous sommes confrontés à l'invariance de ce devoir, de cette obligation d'accompagner ceux qui partent, et que si cette obligation ne va pas de soi dans les mondes classiques, elle est encore plus fragile dans le monde moderne. Je m'explique. Si même dans une société pétrie de culture religieuse, je veux dire par là qui accepte spontanément de voir comme la source de ses propres obligations et de ses devoirs Dieu lui-même, ou la foi, ou la religion, ou l'Église, ou le prêtre qui est à côté de chez vous, peu importe la source. Mais on accepte une norme morale qui ne serait pas décidée soit par la démocratie, soit par l'éthique du consensus chère à l'école allemande. Même dans ce monde-là, c'est difficile, a fortiori, dans une société qui n'accepte pas, ou qui accepte mal, le principe de se voir guider ses règles par quelqu'un d'autre que l'homme, individuellement ou collectivement. Vous comprenez bien que dans cette société-là, il est très difficile
de donner un fondement éthique solide à l'obligation de soulager la douleur ou d'accompagner les mourants. Je parle de soulager la douleur parce que le caractère extrêmement récent des législations sur la douleur est très instructif là aussi sur ce point. Alors, ce qu'il me semble, c'est que, à la fin du compte, nous avons une difficulté principale, qui est la fragilité de cette obligation. Et au fond, en terminant mon développement par ce troisième élément, je me dis, mais qu'est-ce qui peut bien justifier d'abord qu'on se reconnaisse obligé à l'égard de celui qui est en train de mourir? Qu'est-ce qui peut bien justifier qu'en raison de cette obligation, on engage des moyens de santé publique pour organiser cet accompagnement? Et vous savez comme moi qu'ils sont très insuffisants, mais ils sont dans certains endroits significatifs. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on interdise un certain nombre de pratiques alors qu'en même temps on favorise les pratiques d'accompagnement? Quelle est la racine de tout ça quand il n'y a plus un accord sur le fait que eh bien, ce n'est pas nous qui en décidons, c'est parce que ça nous est donné par Dieu, la nature, la conscience que nous avons de la dignité, etc. Eh bien, cette fragilité, elle tient au fait que dans un monde qui ne reconnaît pas l'origine hétérogène de la norme, pour employer un langage de jargonneur, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas de se faire dicter notre conduite par quelqu'un d'autre que nous-mêmes, individuellement, collectivement, il n'y a plus qu'un seul fondement. Et ce fondement est très fragile. C'est notre propre crainte de subir les conséquences ou les situations dans lesquelles nous voyons un certain nombre de vies se terminer. Et au fond, c'est presque une projection à caractère utilitariste qui conduit à ce que nous acceptons encore, en définitive, d'organiser tout ce que nous organisons. Mais vous voyez bien que dans cette perspective, la notion de permis et d'interdit est très difficile. Lorsque vous recevez d'une volonté autre que la vôtre la norme morale, les limites de votre propre action, l'interdit et le permis sont immédiats, ils sont reçus. Lorsque, individuellement ou collectivement, ou les deux, on décide qu'il n'y a que la volonté humaine qui puisse servir de source à la norme, qu'est-ce que vous seriez en droit d'interdire? Comment ne pas faire droit? Je parle sur le plan moral. Comment ne pas faire droit à la demande de celui qui veut voire mettre fin à ses jours dans le cas d'un suicide assisté? À partir du moment où nous n'avons plus comme racine de la norme morale que la volonté individuelle, à partir du moment où la seule obligation ou le seul fondement d'une justification d'aider celui qui meurt se tient dans le regard que je jette sur moi en disant « moi je ne veux vraiment pas vivre ça, donc je m'organise pour que tout le monde puisse ne pas vivre ça », c'est la seule manière pour moi d'être rassuré sur le fait que je ne le vivrai pas. Quand on est dans cette mécanique, qu'est-ce que vous voulez interdire et au nom de quoi? C'est ça la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés. J'ajoute que dans cette logique-là, et je termine, on comprend, ça n'est pas une acceptation quand je dis on comprend, c'est que je comprends la logique dans laquelle se trouvent un certain nombre de parlementaires qui ne sont pas dans notre famille politique, je parle de celle dans laquelle nous sommes avec Jean, et nous expliquent qu'au fond, il faut, pour toutes les raisons que j'ai dites, et bien d'autres, compléter l'offre actuelle de soins par la légalisation de l'euthanasie active. Parce que quand vous êtes encore une fois dans une logique dans laquelle c'est l'individu et la racine individuelle qui fonde la norme et les droits, alors presque mécaniquement, vous demandez, et vous êtes entre guillemets en droit d'exiger que la palette, l'ensemble de la palette des soins, soit mise à votre disposition. C'est en ces termes que Manuel Valls, mon cher Jean, nous avait présenté sa proposition de loi à l'automne 2009, donc que nous avions d'ailleurs évoqué à la salle Lamartine il y a 3 ans, 4 ans. Et en définitive, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis ravi d'être assis devant un parterre de révolutionnaires. Parce que dans ce contexte éthique, dans ce contexte individualiste, la pratique des soins palliatifs, avec ce qu'elle porte, la gratuité, le respect de la vie qui n'est pas la mienne, pas parce que j'ai décidé qu'il fallait la respecter, mais parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me dépasse dans cette vie, et au service de quoi je peux me mettre.
le fait que je reconnaisse qu'il n'y a pas d'épanouissement possible en dehors de la relation avec d'autres personnes. Ce qui, dans un système individualiste, ne va pas du tout de soi, c'est même plutôt l'inverse. Tout ça sont des attitudes qui sont, pardonnez-moi, très décalées par rapport à la philosophie et parfois même à la culture du temps. Et ce décalage, il est, de mon point de vue, tout à fait propice à modifier considérablement à la fois les mentalités et les pratiques. Et c'est la raison pour laquelle ce genre de révolution pacifique, à laquelle je suis moi tout à fait favorable, justifiait largement, cher monsieur, que nous organisons aujourd'hui cette rencontre. Et donc je vous renouvelle, en même temps que ma joie de vous rencontrer, mes remerciements d'être venu et de l'action que vous conduisez tous les jours. Merci à vous. Merci Jean-Frédéric Poisson. Je dois la vérité dire que les parlementaires qui ne sont pas de votre opinion ou qui ne partagent pas tous les points de vue moraux que vous avez développés en introduction ne sont pas là ce soir parce qu'ils n'étaient pas disponibles, mais nous ferons une rencontre prochainement avec eux, puisque c'est un point de vue qui est aussi respectable et qui a une argumentation quelquefois extrêmement forte sur la dignité, sur la liberté. Vous faites allusion effectivement à l'intervention de Manuel Valls au Parlement il y a quelques années, où il parlait des notions de liberté, d'égalité, de fraternité, pour défendre effectivement une proposition de loi favorable au suicide médicalement assisté, en tous les cas une approche qui n'est pas celle que vous privilégiez aujourd'hui. Puis nous, dans notre registre, on parle plus de résistance que finalement de révolution. Et c'est vrai que les professionnels qui sont dans cette salle partagent d'abord les valeurs de la démocratie, c'est ce qui les unifie. Et je vais donner dans un instant la parole à Vincent Morel, en rendant hommage à une valeur résistante aussi, une combattante qui est dans la salle, c'est Michèle-Hélène Salaman, qui a été aussi à l'origine de la création de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et c'est vrai que dans les discussions qu'on y avait il y a quelques années, lorsqu'il y a eu l'émergence du mouvement des soins palliatifs, et vous verrez quelques intervenants font partie de cette histoire, alors je ne dirais pas que c'est des anciens combattants, les valeurs de la dignité, de la responsabilité, mais également un grand principe, c'est les obligations à l'égard de personnes vulnérables. Et c'est vrai que c'est la question de la vulnérabilité au-delà de la fin de vie qui interroge notre société, pas uniquement la vulnérabilité de la personne qui va mourir, mais toutes les vulnérabilités. Et c'est là où finalement la loi Leonetti du 22 avril 2005 est une loi éthique, puisqu'elle ne touche pas à la question de la mort, mais de la vie jusqu'au bout. Donc notre interrogation, elle se situe bien en amont. Que faire vis-à-vis de personnes qui, pendant des années, vont être atteintes d'une maladie chronique, qui ne vont pas mourir pour autant et qui, quelquefois, meurent socialement. Voilà des interrogations politiques. C'est pour ça qu'on est heureux de les poser ici, au Parlement. Et peut-être que les débats que rend possible aujourd'hui la position de François Hollande nous permettront de mieux comprendre nos responsabilités vis-à-vis de personnes malades qui veulent être respectées, reconnues et vivantes jusqu'au bout, un peu selon l'expression de Paul Ricoeur.